Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'œil du Vendée. Je suis de retour dans mon bureau, donc ça va être un petit peu plus facile de vous proposer des routages de qualité. Fini les vacances, c'est avec plaisir que je vous retrouve. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, on essaiera d'y répondre à la fin de l'émission. Comme vous avez pu voir, on a un scénario quand même hyper intéressant cette année avec des poursuivants très proches des leaders qui nous donnent une course haletante et fortement intéressante. Alors, on va regarder tout ça, ça va être top. On va regarder quelque chose qui m'a intéressé parce que comme je fais la chronique de Tip Shaft tous les vendredis, alors là c'était jeudi dernier pour à cause de Noël, mais jeudi dernier j'ai fait la chronique avec une météo. On va regarder laquelle elle était et on va regarder aujourd'hui à quoi ressemble cette météo. Parce que franchement, c'est quelque chose qui est en train de me marquer. Je suis en train d'apprendre énormément sur ce Vendée Globe en faisant ces émissions et tous ces routages, ce que je ne faisais pas autant avant. Ça me fait un suivi hyper enrichissant. Mais la météo est d'une instabilité rare, en tout cas pas quelque chose qu'on connaît chez nous. Et je vais vous montrer un exemple qui va être assez intéressant. On va bien sûr regarder la météo du leader, hein, Yannick Bestaven, qui nous fait une belle prestation, mais qui va peut-être être un petit peu gêné en arrivant au Cap Horn. Donc, il va falloir regarder ça de près, en tout cas pour lui. On va faire le routage des poursuivants, bien sûr, voir à quelle sauce ils vont être mangés. On va faire le routage de l'Occitane, qui a été très demandé, puisqu'il est quand même pas mal remonté. Et on va faire les routages de Jérémy Bédiou et du début de l'Atlantique aussi des leaders. Juste un petit regard rapide là-dessus. Je prendrai vos questions et on regardera le classement de 22 heures aussi. Alors, c'est parti. Alors, pour commencer, je voulais vous montrer ces histoires de météo. Alors, on est ici sur la météo du jour. En ce moment, voici les conditions. Donc, ici, on a Yannick Bestaven, on a Charlie Dalin qui est en approche et en empannage sur la zone des glaces, nouvelle zone des glaces, version 5, qui est tombée hier, je crois, et le groupe des poursuivants. Donc, on peut voir qu'il y a, on va reprendre les petits outils. On peut voir ici une très belle dépression, un peu aplatie, une forme bizarre, mais bon, voilà. Au-dessus, un front, enfin bon, c'est un peu, pardon, le premier coup de crayon n'était pas bon, un front avec une zone un peu molle derrière. Voilà. Donc ça, c'était la situation, ça c'est la situation avec le fichier du jour. Si on change pour le fichier du 24, donc il y a 5 jours, voici la situation dans laquelle ils auraient dû être. Enfin, en tout cas, que la météo prévoyait le 24. Et j'avais décrit à cette époque-là, donc pour Tip Shaft, que les poursuivants allaient se retrouver ici, que ce mur de vent faible allait séparer la flotte en deux et que les leaders allaient être par ici, avec potentiellement un ou deux foilers qui arrivaient à faire la transition avant que la meule se forme. Voilà, donc on se retrouvait dans un scénario où normalement la flotte était coupée en deux et il y avait énormément d'écart entre les poursuivants et les leaders. Et voilà, et donc on se retrouve aujourd'hui avec un scénario totalement différent où on a les poursuivants juste derrière les leaders, en tout cas juste derrière le trio de tête, puisque Damien Seguin a pris la troisième place aujourd'hui, la troisième place que tenait Thomas Ruyant. Voilà, donc on est complètement dans un scénario différent et c'est un peu les leçons pour moi de ces mers du Sud, c'est qu'au-delà de franchement 2 jours, 3 jours, la météo elle est d'une précision assez faible et que c'est des très très gros changements. Hein. Ça, c'est pas des choses qu'on voit en Atlantique. Et en plus, je dis ça en ayant vérifié que les deux modèles, le modèle européen et le modèle américain, concordaient. Par exemple, on peut prendre aujourd'hui, si on regarde, ça c'est le modèle américain, donc on voit très bien la dépression, là c'est le même fichier que dans Adrena. Et si je prends le fichier européen, on est quasiment pareil, il y a des petits détails peut-être qui changent, mais il n'y a pas grand-chose. Si j'avance le fichier européen de 3 jours, on va se mettre vendredi midi, donc là il y a les routages que notre ami Kevin Saliou fait dans sa nouvelle version du plugin, donc c'est encore plus propre qu'avant. On peut voir une grosse dépression qui se forme en approche du Horn, on va regarder ça après. Et le GFS,
ils présentent la même chose. Mais sauf que, ben, avec ce que j'ai vu, c'est, on va dire, 6 dernières semaines, il y a des chances que ça ne soit pas le cas, quoi. C'est assez incroyable. Ça change beaucoup la donne et j'ai l'impression qu'à plus de 4 jours, voire même à plus de 3 jours, c'est peu fiable. Voilà, donc c'était pas un coup de gueule, hein, mais c'était ma découverte du jour. Comme quoi, peut-être que ces live Vendée vont aussi m'aider pour l'avenir si un jour je fais le Vendée Globe. Alors, on va passer au leader et on peut voir déjà que tout le monde est globalement dans la même situation. Alors, tout le monde, le groupe des leaders, on a à l'arrière de la flotte Bureau Valet 2, à l'arrière de ce groupe, et tout le monde est dans un vent d'ouest. On voit que les poursuivants commencent à tomber à l'arrière de cette dépression, tandis que Yannick Bestaven est clairement dedans. Alors, on va faire avancer un petit peu, on va passer à demain matin. Demain matin, alors, on a Charlie Dalin qui est ici et Yannick Bestaven qui est là. Donc, il est encore dans la dépression. On va le faire avancer doucement. Il n'y a rien de spécial. On peut voir quand même une petite. On va reprendre la bonne couleur. Il y a un petit creusement dépressionnaire ici. Alors, ça, c'est des choses que les marins vont chercher à voir, hein, parce que ça, on ne sait jamais comment ça se développe. Et comme on voit la fiabilité des fichiers est en moyenne, on peut imaginer que ça soit délicat. Hein. Donc, on va regarder ça et on va regarder aussi une autre qui se creuse ici. Là. Il y a un petit enroulement. Voilà, celle qui est passée, elle est en bas ici, là, dans le bas de la zone. Et on va continuer de faire défiler. Et on va voir quoi? On va voir que cette dépression, elle ne se creuse pas vraiment. Donc là, Yannick Bestaven, il a toujours un bon angle. Là, il est dans 23 nœuds de vent, rafale 30 nœuds. Et Charlie, il est un petit peu dans une période de transition qui va peut-être être un petit peu plus difficile. Et au fur et à mesure où on avance, on voit clairement le creusement de cette dépression. Hein, là, elle est énorme. Il y a vraiment quelque chose de très costaud. Alors, bon, à la fois, on aimerait bien que ça ne soit pas vrai parce que ça risque d'être violent. Hein. Il faut imaginer que la cordillère des Andes, elle descend ici avec des sommets hyper hauts. Hein. Je n'ai pas regardé, mais ça, c'est une véritable barrière. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que souvent, les dépressions qui arrivent là, elles sont compressées et en fait, elles font une trajectoire très, très rapide vers le sud-est et elles tombent sur le Cap Horn. Et on va voir après un petit peu comment tout ça, ça va se passer, mais bon, ce n'est pas très prometteur. Hein. On peut voir ici, hein, si vous regardez les flèches pour ceux qui connaissent, on a quand même des vents. Là, sur le fichier, ils sont juste dingos. Hein, parce que là, dans ce coin-là de la dépression, je ne sais pas où est le pire, ici, il y a 57 nœuds fichiers rafale 75. Pour vous dire, c'est l'apocalypse à peu près. On peut continuer de faire défiler. Et donc, on voit bien ce qui se passe, ce que je vous racontais, c'est cette dépression qui se fait bloquer le long de la cordillère des Andes et qui va faire en fait une espèce de compression, une espèce d'entonnoir. Et on voit que Yannick et Charlie, un petit peu derrière, vont être dans des timings un petit peu gênants parce que là, c'est pas trop possible quoi, de faire ça parce que arriver par en dessous au Cap Horn comme ça, avec un vent quasiment à 90 degrés et donc la mer à 90 degrés, ça me paraît un peu chaud. Hein. Donc, si jamais, alors deux choses qu'on pourrait voir, je pense, si les scénarios se concrétisent, hein, bien sûr, parce que là, on commence à être un petit peu loin, mardi, vendredi, 3 jours, ça devient un peu limite, mais c'est soit ils ralentissent pour rester dans une zone à l'arrière du vent le plus fort, et donc de la mer, soit on les verra plutôt monter pour se faire accompagner par le vent vers le Cap Horn, mais pas arriver avec un angle à 90 degrés du vent. Ça, clairement, je pense que ça ne sera pas le cas. Hein. Voilà, donc
il va y avoir une bonne interprétation de la météo à faire pour eux. Ça me paraît un peu chaud. Voilà, on va voir comment ils vont manier ça, on va voir comment la météo va évoluer, mais c'est assez intéressant. Et donc, ça nous donne un passage du Cap Horn pour Maître Coq le 2 janvier à midi, à peu près, midi TU, midi 35 là. Ce qui donne tout de même, si vous regardez en bas de l'écran ici, 15 heures d'avance à peu près sur Apivia. Alors, on a vu Apivia aussi qui ne pouvait pas trop forcer sur son foil bâbord parce que c'est celui qui est endommagé. Donc, la fin, apparemment, il y a quand même beaucoup de tribord pour lui, donc tant mieux. Il va pouvoir bien s'en sortir. Ouais, c'est pas mal de, oui, de bâbord à mur, donc de foil tribord. Si je refais défiler. Ouais, voilà. Donc pour lui, ça devrait aller. On devrait avoir un Charlie en état de combattre, on va dire. Et donc, peut-être un bateau un petit peu plus rapide que Maître Coq, à voir. Ça sera intéressant de suivre. On va regarder aussi les poursuivants. On va prendre Damien Seguin qui est affiché en gris ici. Et si on le fait défiler, on va voir que là, il n'est pas très loin derrière Charlie, mais que potentiellement, il sera embêté par des calmes derrière ce petit creusement là, et Charlie en bénéficierait pour s'éloigner. Bon, vu que la météo, là, il y a 4 jours, nous annonçait 800 000 d'écart entre Charlie et Damien, et que là, ils sont quasiment à touche-touche, on ne va pas prendre ça pour argent comptant. Voilà, ça donne un timing un peu bizarre. Moi, franchement, je doute que les leaders s'échappent. Hein. Même si les routages donnent, par exemple, à ce moment-là, 370 000 entre Damien et Charlie, j'y crois moyennement. Ça me paraît pas très réaliste. Et ça donne un passage de Damien avec ça, un jour et demi, presque 2 jours, pardon, derrière Charlie. Bon, voilà, comme je continue de dire, j'y crois pas trop. On peut regarder l'arrière de la flotte avec VNB en 2 jours, 11 heures, donc avec une trajectoire assez différente. On va essayer d'avancer, voir les conditions en arrivée au Horn. Voilà, quelque chose de normalement plus clément. Mais on peut voir encore un autre creusement, il s'enchaîne hein, décidément, juste derrière, donc assez intense pour la flotte qui sera derrière, je pense. On va regarder ça. On va faire le routage de l'Occitane. Alors l'Occitane, il est beaucoup revenu. Alors lui, on va dire que ça a matché avec les prévisions il y a 15 jours où il était annoncé à moins de 800 000 au Horn. Et là, il est à peu près à 800 000 aujourd'hui. Et donc, si on fait avancer, il est dans des conditions clémentes. Là, il est le petit carré jaune à l'arrière. Il avance, pas trop mal. Il a plutôt des bonnes conditions. Il est sur l'arrière d'une dépression. Normalement, il ne devrait pas être trop gêné. Et donc, on va prendre un écart avec Yannick. Quand Yannick arrive au Horn, en gros, mais bon, je pense qu'il va ralentir plus que l'Occitane. Il y a 900 000. Donc, je pense que potentiellement, il aura réduit sous les 800 000, voire près de 700 000 son écart, ce qui le remet un petit peu en jeu quand même pour la compétition. Alors, au début, je disais que Hugo Boss, il avait enroulé le Cap Horn avec 800 000 de retard sur Armel. Là, en 800 000, on va avoir 13 ou 14 bateaux, je crois. Ça va être un match incroyable pour la remontée de l'Atlantique. Ça va être super intéressant, vraiment. Alors, je voulais regarder un autre bateau qui est Jérémy Bayou sur Charal. Voilà, Jérémy, j'ai regardé, il était parti après 5 ou 6 jours après les premiers. Là, il bute un peu dans un système en ce moment, je crois qu'il en parlait aujourd'hui. Il a plutôt des conditions favorable pour les prochains jours. Voilà, et il est donné au Horn dans 6 jours et demi, ce qui me paraît. Non, pardon, excusez-moi. Dans 10 jours et demi, avec 6 jours et demi de retard. Ce qui voudrait dire qu'il n'a pas réussi à combler réellement son retard du départ, enfin de son nouveau départ.
c'est quand même quelque chose de dommage pour lui, quoi, parce que ça fait beaucoup d'efforts. Voilà, j'espère qu'il trouvera un scénario un peu plus favorable pour la suite pour revenir. Alors, on va cacher tout ça. Il y avait un petit point que je voulais faire aussi. On l'avait déjà fait plusieurs fois, mais avec la position d'Armel. Donc, Armel, il est là pour son temps en 74 jours, hein, je crois, à la fin. Le leader, il est ici. Et en gros, on a, ils sont, alors si on fait peut-être de la marche arrière, une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5, 6, 7, 8. Bah, ils sont quasiment à 8 jours et demi. Ça, c'est une drôle de façon d'écrire 8 et demi. 8 jours et demi de retard. Et 8 jours et demi et 74, on va dire 9 jours, ça fait 83 jours. J'aimerais bien savoir dans les favoris qui en est 83 jours de nourriture. Ça doit être intéressant, mais je pense que c'est surtout quelque chose qu'ils ont géré depuis longtemps. Et en fait, si on fait un calcul de à peu près, ça fait 8 semaines entre le moment où ils se sont rendus compte qu'ils allaient être en retard et l'arrivée. 8 semaines, s'ils mettent 8 jours de plus que leur maximum de bouffe, ça fait que 2 plats d'économiser par semaine. Donc, s'ils sont bien organisés, c'est quelque chose de gérable, hein. On mange pas tout ce qu'on a à bord. Donc, généralement, on arrive à économiser un petit peu là-dessus. Mais quelque chose d'assez exceptionnel, hein, pour des bateaux qui étaient hyper rapides. Là, ça fait bizarre. On va y revenir un petit peu plus tard. Et je voulais juste vous présenter, avant de prendre vos questions, j'ai fait un routage. Alors là, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais de Maître Coq dans le début de l'Atlantique, un petit peu pour s'amuser, quoi, pour donner une tendance. Alors, on va avancer un peu. Donc, il va passer le Horn avec du vent, hein. Bon, moi, j'estime qu'il va être un peu plus lent que prévu. Voilà, on va changer de fichier. Tac. Fichier de l'Atlantique. Et donc, moi, ce que j'ai pu voir, bon, c'est très, très lointain, hein, mais la situation, elle est perturbée et il y a des zones molles, quoi. C'est quand même pas dingue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dépressions qui se créent aussi dans cette zone-là. Donc, c'est une situation qui évolue très, très vite. Donc, clairement, on n'est pas dans une analyse fine, mais voilà, je sais pas, je sens que ça peut être perturbé et que ça sera peut-être bien, encore une fois, pas vraiment propice à un allongement de la foulée par devant. Ça sera quand même assez, voilà, on voit encore là, bon, ça fait très loin, hein, mercredi 6, mais encore un blocage par devant, quoi. Il y a du vent derrière et devant, il se retrouve encore à gérer une zone de molle. Voilà. Donc on verra tout ça, on a le temps, hein. Nous, on se retrouvera lundi prochain, et lundi prochain, ils seront, ils seront peut-être, s'ils tiennent le rythme au Falkland, là, à peu près, Malouine. Voilà, ça va aller vite, hein, quand même. Ils vont attaquer le début de l'Atlantique en début de semaine. Intéressant. C'est parti pour 3 semaines de course en Atlantique après. Alors, je vais commencer par prendre vos questions, parce qu'on a le pointage qui va tomber rapidement. Première question, Hugo Fédit qui me demande, est-ce que tu regardes les ensemblistes? Si oui, est-ce que sur l'eau, tu as le temps de les regarder aussi? Alors là, ça devient quelque chose de compliqué, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, je n'ai pas préparé la question, peut-être que je pourrais le faire pour la prochaine fois par contre. Alors, il existe en fait différents scénarios. Là, on a le scénario de base que nous donnent les modèles météo, qui est celui qu'il faut croire le plus, qui est celui qui est mis en avant par les centres de météorologie, mais il travaille aussi avec différents scénarios. Alors, je ne sais plus combien, mais on va dire, je crois qu'il y en a quasiment une vingtaine pour le modèle américain, je crois quasiment 50 pour le modèle européen, où en fait, il y a quelques variables qui changent de temps en temps et qui font évoluer le modèle météo d'une façon différente. Et on considère, en fait, ce qu'on fait généralement, c'est que
on prend tous ces modèles, on va dire les 20 du JFS, du modèle américain, et on fait des routages pour avoir 20 scénarios différents, ce qui nous donne une meilleure tendance. C'est-à-dire, est-ce qu'on découvre des familles de routage? Est-ce qu'il y en a plus qui vont à l'ouest? Est-ce qu'il y en a plus qui vont à l'est? Est-ce qu'il y a plus de chances d'avoir une tempête? Est-ce qu'il y a plus de chances d'avoir de la molle? Et voilà, et on peut faire cette étude à terre, c'est très facile, forcément. En mer, c'est possible aussi. Les seules contraintes qui n'en sont plus vraiment aujourd'hui, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup de données, parce que c'est des fichiers qui sont très gros, 17 fois le fichier normal, hein, bien sûr, ou 20 fois, je ne sais plus combien c'est. Et après, il faut juste faire tourner l'ordinateur. Avec un ordinateur relativement puissant, c'est faisable à bord des bateaux. Et vu le travail qu'ils ont à faire et le temps qu'ils ont pour le faire quand même, certains marins bien calés, j'imagine, par exemple, avant d'attaquer l'Atlantique, vont faire des routages comme ça pour avoir les grandes tendances. Et je pense que c'est très intéressant. Ça prend du temps, mais par contre, ça donne les vraies tendances, les vraies familles de routes, quoi. Et du coup, j'essaierai de faire un atelier là-dessus la semaine prochaine parce qu'il y en a quand même pour, on va dire, une bonne demi-heure de routage, selon la précision qu'on lui demande. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Il regardera ça. Donc, ça s'appelle les ensembilistes, c'est ça? Moi, je crois. J'ai toujours oublié le nom. Deuxième question. Comment expliquer la proximité entre les foilers et les bateaux à dérive dans le groupe de tête? Erreur des archives ou contexte météo? Clairement, contexte météo, parce qu'on sait que les bateaux sont plus rapides. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne faut pas croire une seconde que les foilers sont une génération de foilers ratés ou quoi que ce soit. C'est juste que la météo a été hyper lente, ça a fait des blocages par devant en permanence et qu'on s'est retrouvé avec à chaque fois des groupes de poursuivants qui sont revenus. Et voilà, ça nous a mis dans cette situation-là où on a du mal à croire ce qu'on voit. Et moi, le premier, hein, forcément, hein, jamais on n'aurait pu imaginer ça. Hein. Damien Seguin, qui est sur un bateau de 2008, Jean, je ne sais plus quelle année, mais enfin bon, pas beaucoup plus jeunes, qui sont au coude à coude avec deux foilers récents. C'est incroyable. C'est un peu déstabilisant, c'est vrai, mais il ne faut pas se sortir de la tête que c'est dû à deux choses, je pense. Un blocage météo, clairement, c'est lent par devant, ça avance pas. Alors, je ne suis pas météorologue, donc je ne vais pas l'expliquer. Il y en a qui ont parlé de l'été dans le sud qui est arrivé très très tard, avec près de 3 semaines de retard. Voilà, je ne saurais pas, parce que nous, on n'est pas météorologue, les navigateurs. On est juste là pour interpréter des fichiers météo. Mais voilà, il y a sûrement des raisons météorologiques qui seraient d'ailleurs très sympas de connaître. Et l'autre, c'est quand même, il y a eu sûrement un problème de fiabilité, mais qui est normal avec des bateaux neufs, sur les foilers. Aussi peut-être dû au fait qu'ils ont eu un état de la mer qui a eu, j'ai eu l'impression qu'il était quand même assez mauvais depuis quasiment le début du Vendée Globe. Voilà, donc les défaillances techniques leur ont même pas permis de tenir la tête. On voit bien Maître Coq est 150 000 devant et ça fait bizarre, quoi. Ça c'est clair, hein, ça fait très bizarre. Mais peut-être que la remontée de l'Atlantique va nous montrer l'inverse et que les foilers vont tartiner à partir du milieu du Brésil et vont coller 4 ou 5 jours à tout ce groupe-là. Hein. Donc il faut aussi quand même rester ouvert d'esprit là-dessus et qu'ils vont peut-être arriver dans un terrain de jeu plus favorable dans 2 semaines environ. Quoi. Donc il faut encore un peu patienter. Et Jérémy Billot est reparti 9 jours. Ah oui, j'ai fait une erreur. Alors. 9 jours et 3 heures après le départ officiel. Ça me paraît assez peu aussi. Donc, s'il passe le Horn 6 jours après, il aura quand même repris près de 3 jours. Effectivement, j'ai dû faire une erreur en regardant la cartographie tout à l'heure. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. On peut regarder les routages par rapport au pointage de 22 heures. On va remettre l'Occitane aussi. Et on va se remettre à l'heure du pointage à 20h30. On va regarder s'il y a des éléments intéressants. Maintenant, et à 20h30. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Pas grand-chose. Pour Maître Coq, c'est logique. Bon, le routage avait fait un petit empannage, mais généralement, des fois, on ne les fait pas. Les manœuvres sont quand même lourdes et
est contraignante, donc on évite de trop en faire. On peut voir qu'il a eu un petit passage un peu lent là. Voilà, Charlie, il a empané un petit peu plus tôt. Alors, c'est normal, les routages, ils vont à empaner à 50 mètres de la zone des glaces. Autant dire qu'en solo, en cas de problème, on ne tente pas ça. Hein. Donc là, ils sont quand même assez proches. Hein. Charlie a empané à 17 000. Voilà, on voit d'ailleurs, hein, même sur les traces, hein, on voit les. C'est assez intéressant. On voit. Ça, c'est un pointage toutes les demi-heures. Et on voit que la demi-heure avant l'empannage et la demi-heure après l'empannage, bah, il est plus lent. Quoi. Là, la trace est colorée selon la vitesse des bateaux. Et on peut voir que là, il a une vitesse normale. Hein. Là, il est à 13 nœuds de roue de fond. Et puis à l'empannage, il est à 9 nœuds. Quoi. Donc le temps de préparer l'empannage, de passer les voiles peut-être d'un côté à l'autre, de changer les ballasts, de faire ça, peut-être de rouler les voiles d'avant aussi, si jamais c'est un peu fort. Enfin, ça dépend, il y a plein de techniques, voire même de faire un virement de bord si c'est vraiment trop fort. Hein. Parce que là, ils sont quand même dans 28 nœuds Rafale 38. Hein, donc c'est possible que ça voilà, ça dépend. Il y en a qui empannent, il y en a d'autres qui n'empannent pas. Honnêtement, vu ce qu'il a fait, c'est possible qu'il n'empanne pas. Je sais pas. Un peu délicat. On peut voir que c'est pareil pour Damien. Il a empanné un petit peu plus tôt que le routage. Je pense que c'est normal. Ils ont peut-être aussi assez de vent. Hein. Si on regarde, si on dézoome un petit peu, comment on voit qu'ici, il y a plus de vent et ici, il y a moins de vent. Donc, il y a un moment, quand on navigue dans cette direction-là, quand on commence à taper des rafales au-dessus de 35 nœuds ou quoi que ce soit, un vent moyen à 28-30, on se dit bah, ça suffit, hein, j'y retourne. Hein, parce que là, ça ne sert à rien d'aller dans plus de vent. En fait, il faut savoir que ces bateaux-là, au-dessus de 25-30 nœuds maximum, ils accélèrent plus, ils ralentissent. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher trop de vent, ça ne fait pas avancer les bateaux. Parce que généralement, il y a l'état de la mer qui est associé. Donc c'est toujours un peu délicat. Qu'est-ce qui nous restait? Et aussi, j'avais fait VNB au cas où. Voilà, ben on voit VNB qui avance bien, 16 nœuds. Bon, rien de spécial chez eux, voilà. Hop, on va remettre maintenant. Et on voit l'Occitane qui est dans un vent un petit peu faible, qui n'est pas très rapide. Hein, il a des moyennes à 9 nœuds sur la dernière demi-heure. Bon, peut-être qu'il est en changement de voile, je ne sais pas. Il faudrait voir un petit peu l'évolution du vent. Il était au portant dans la molle. Et ça a refusé sa forcie. Donc potentiellement, il est en changement de voile. En tout cas, il a réintégré ce paquet-là et peut-être qu'il est à surveiller parce que c'est possible qu'avec des conditions favorables, il arrive à reprendre encore des milles sur les leaders, étant donné la météo qui les attend. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la semaine. Je les regarde, je les mets de côté souvent. On se retrouve lundi prochain avec une nouvelle météo et du coup, on regardera des nouvelles façons de faire la météo avec les ensembles. Merci à tous. Bonne fin de soirée.